Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Le recueillement, l'émotion et le temps de l'action. Cette journée a été marquée par des moments très forts. Il y a eu d'abord dans la matinée l'hommage aux victimes des attentats, hommage simultané aux policiers tués et funérailles des victimes juives en Israël. L'émotion s'est aussi emparée dans l'après-midi du Parlement où députés puis sénateurs ont entonné la Marseillaise avec un discours du Premier ministre unanimement salué. Des mesures ont été annoncées et des paroles ont marqué aujourd'hui. On va évoquer tous ces aspects avec nos invités ce soir. C'est le grand débat du mardi tout à l'heure. Merci d'être en notre compagnie. On va commencer ce journal par cette image forte. Une Marseillaise spontanément entonnée à l'Assemblée nationale, également reprise au Sénat. Les parlementaires émus et debout, ils ont unanimement salué le discours du Premier ministre. Manuel Valls a annoncé plusieurs mesures et il a bien sûr rendu un hommage émouvant aux victimes des attentats. On l'écoute. Il y avait trois couleurs à un moment qui me sont venues à l'esprit. Trois couleurs de ces trois policiers, ces deux policiers nationaux et cette policière municipale. Ils représentaient la diversité des parcours et des origines. Trois couleurs différentes, trois parcours, mais trois Français, trois serviteurs de l'État. Et devant les cercueils, aux côtés de leur famille, il n'y avait que trois couleurs, celle du drapeau national. C'est au fond ça le plus beau message. Je vous avais dit ici, au mois d'avril, ma fierté, comme chacun d'entre vous, d'être français. Il y a quelque chose qui nous a tous renforcés, après ces événements et après les marches de cette fin de semaine. Je crois que nous le sentons tous. C'est plus que jamais la fierté d'être français. Ne l'oublions jamais. Voilà le discours du Premier ministre qui a été applaudi à de nombreuses reprises. Manuel Valls a affirmé également que la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme, mais pas contre une religion. Il a ainsi lancé, je cite, « Je ne veux pas que les Juifs aient peur et que les musulmans aient honte ». Nous en parlerons plus longuement tout à l'heure avec nos invités ce soir, l'UMP Bruno Retailleau, le socialiste David Assouline, le Front National, Stéphane Ravier et Éric Coquerel du Parti de gauche. Et c'était le temps aussi, aujourd'hui, du recueillement et de la douleur, bien sûr, pour les familles des victimes des attentats. François Hollande a décoré de la Légion d'honneur les trois policiers tués lors d'une cérémonie très émouvante. Et autre cérémonie, cette fois en Israël, hommage a été rendu aux victimes du supermarché Kasher en présence du Premier ministre israélien et de Ségolène Royal qui représentait la France. On voit tout cela avec Sophie Normand-Couturier. Devant les plus hautes autorités de l'État, les familles des trois policiers tués entrent dans la cour de la préfecture de police de Paris, silencieusement, dignement. Accompagné de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve, François Hollande arrive à son tour. Ses premières paroles sont pour les proches des victimes. À titre posthume, le chef de l'État décore les policiers avant de rendre un hommage solennel, empreint d'émotion, mais de mise en garde aussi. Nous n'en avons pas terminé avec la menace. Elle est là, parfois loin de nous, située à l'extérieur. Elle est encore là, à l'intérieur. Et nous devons redoubler de vigilance. Au même moment, à plusieurs milliers de kilomètres, les 4 victimes juives tuées dans l'épicerie Kasher sont enterrées à Jérusalem. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est là, tout comme la ministre de l'écologie Ségolène Royal, venue représenter la France. Je veux vous assurer ici de la détermination sans faille du gouvernement français à lutter contre toutes les formes d'actes antisémites. Autour des proches, anéantis, près de 2000 personnes sont réunies, des officiels, mais aussi des anonymes, français et israéliens, venus apporter leur soutien.
Et dès demain, dans les kiosques, vous trouverez le numéro très attendu de Charlie Hebdo, dont on connaît déjà la une, avec le prophète Mahomet se proclamant « Je suis Charlie ». Le numéro sera tiré à 3 millions d'exemplaires. Les détails du bouclage et de la sortie de ce numéro exceptionnel avec Mounir Soussi. Regardez. Face à la presse du monde entier, Luz, Gérard Biard et Patrick Pelou sont venus présenter le prochain numéro de Charlie Hebdo. Un exemplaire brandi fièrement pour dire que Charlie Hebdo n'est pas mort et restera fidèle à son identité. Ce n'était pas la une que les terroristes voulaient qu'on fasse, parce qu'il n'y a pas de terroriste là-dedans. Il y a juste un homme qui pleure, un bonhomme qui pleure. C'est Mahomet. Je suis désolé, on l'a encore dessiné. Mais le Mahomet qu'on a dessiné, c'est un bonhomme qui pleure avant toute chose. À travers cette une, préparée dans les locaux de Libération, l'équipe du journal a voulu tenir tête aux terroristes tout en lançant un message d'apaisement. Les 8 pages de ce numéro laisseront une large place aux hommages, mais l'humour inscrit dans l'ADN de Charlie Hebdo sera bien présent dans ces pages comme à la une. Il fallait qu'elle dise quelque chose de nous. Et il fallait qu'elle dise quelque chose de l'événement auquel on était confrontés. Comme je l'avais déjà dit, il y a tout le monde. Il y a tout Charlie Hebdo. Ce numéro, c'est Charlie Hebdo. Un dispositif exceptionnel a été mis en place pour la diffusion de ce numéro 1178. Tiré à 3 millions d'exemplaires, il restera 2 semaines dans les kiosques. Dès ce matin, de nombreux médias internationaux ont reproduit la une dans leur édition. En attendant la sortie demain du magazine traduit en anglais, espagnol et arabe et qui sera diffusé dans 25 pays. Et pour combattre les dérives et l'intégrisme, des mesures non pas d'exception, mais des mesures exceptionnelles ont été annoncées aujourd'hui par le Premier ministre Manuel Valls. On voit les détails avec Jérôme Rabier. Après l'émotion et le rassemblement, place à l'action législative pour répondre au terrorisme. Par la voix du Premier ministre, le gouvernement annonce une mobilisation générale. À une situation exceptionnelle doivent répondre des mesures exceptionnelles. Mais je le dis aussi avec la même force, jamais des mesures d'exception qui dérogeraient aux principes du droit et des valeurs. Un texte pour renforcer les moyens des services de renseignement est déjà en préparation. Un fichier des déplacements aériens européens doit être créé et un nouveau fichier de délinquants terroristes doit aussi voir le jour pour qu'une surveillance s'opère même après leur sortie de prison. Des mesures qui répondent en partie aux demandes de l'UMP, même si certains voudraient aller plus loin. Si nous devions, pour un moment, restreindre les libertés publiques et la liberté individuelle de quelques-uns, alors il faudra le faire. Que faisons-nous pour neutraliser les milliers de Français partis faire le djihad si par malheur ils reviennent? La solution, la seule, c'est le placement en centres spéciaux de détention ou en prison. En un mot, l'enfermement des fous dangereux pour garantir la sécurité des Français. Des prémices d'un Patriot Act à la française du nom des textes mis en place aux États-Unis après le 11 septembre 2001. Mais d'autres voix se font entendre, comme celle de Robert Badinter ou du défenseur des droits Jacques Toubon. Il est clair que si on envisageait une législation de ce type, du type Patriot Act, je serais amené en tant que défenseur des droits à dire très clairement qu'un certain nombre de droits fondamentaux sont touchés. Nous avons probablement aujourd'hui un certain nombre de mesures à prendre qui ne relèvent pas d'une nouvelle loi. Si les parlementaires sont pleinement engagés dans l'après 11 janvier, c'est aussi, ils l'ont tous rappelé, par l'éducation, la transmission de valeurs et de principes, que le combat contre le terrorisme pourra être gagné. Et la suite du 22h avec nos invités à présent. Bruno Retailleau, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes le président du groupe UMP au Sénat. Avec nous également David Assouline, merci d'être avec nous, sénateur socialiste de Paris. Stéphane Ravier nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Sénateur des Bouches-du-Rhône. Et Éric Coquerel, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir. Secrétaire national au Parti de gauche. Alors messieurs, avant d'évoquer les défis et les questions, d'abord, c'était une journée d'hommage et d'émotion, notamment au Parlement, où on l'a vu à l'Assemblée, cette image forte, les députés debout, entonnant la Marseillaise. Au Sénat aussi, l'émotion, votre émotion était forte. Le débat va reprendre ses droits bientôt. Mais pour le moment, Bruno Retailleau, c'est un climat, une image, et le mot n'est pas galvaudé, d'unité nationale, de personnalité de tous bords. Bien sûr, la Marseillaise, c'est comme le drapeau bleu, blanc, rouge. C'est le symbole de la France. Et je crois que ce qui s'est passé dimanche, c'est une victoire de la République, de la France contre le terrorisme. Ça ne suffit pas, bien sûr. Mais j'étais à Paris et c'est, je crois, la première fois que j'ai ressenti que les Français étaient un peuple. Ils se retrouvaient comme un peuple. Ils savaient enfin pourquoi ils étaient ensemble.
Et c'est quelque chose de positif, parce qu'on sait très bien que les terroristes veulent semer la terreur, veulent radicaliser, veulent créer des tensions entre les uns et les autres. Et moi, je trouve que nous avons été attaqués, la France a été attaquée dans cet idéal de liberté notamment. Et c'est juste que nous répondions aussi d'un même mouvement et d'un même élan. Et la Marseillaise de cet après-midi, j'ai entendu, moi, la Marseillaise, j'ai été député à l'Assemblée nationale. Elle a souvent été chantée. Je ne l'ai jamais entendue au Sénat. Donc c'est une première au Sénat, David Assouline? Pour moi, en tous les cas, c'est une première. Hein. Ça fait une dizaine d'années que je suis sénateur, j'ai jamais vu ça, mais je crois que même à l'Assemblée, on m'a dit que c'était 1918 la dernière fois. Ça, c'est des souvenirs alors. Ça, c'est l'historien qui parle. Là, il y a quelques années. Mais bon, sur un texte. oui, il y a encore deux choses qui se mélangent dans nos têtes et dans la tête des citoyens. L'émotion, la peine, le chagrin, la sidération de quelque chose d'inouï qui s'est passé brutalement, un dénouement provisoire parce qu'il y a des enquêtes qui continuent et on sait qu'on est encore sous la menace, mais il y a eu cet élan génial du peuple français, comme il sait le faire de temps en temps dans son histoire, sur des valeurs de la République. Le rempart, c'est la République. Et peut-être qu'on va en prendre conscience plus fortement que la force de la France dans le monde, on l'a vu avec ce point de ralliement pour le monde qu'a été la France, et à travers la manifestation, à travers ce qu'on voit, y compris sur la toile, les endroits les plus reculés du monde où on pose avec je suis Charlie. Mais là, tout de suite, avec cette émotion, avec ce chagrin aussi, les corps sont enterrés aujourd'hui et ça va continuer toute la semaine. On est tous renvoyés à qu'est-ce qu'il faut faire. Ah, ça, on va en parler. C'est les défis, les questions à venir, c'est très important. On va en parler. Sans tabou. Mais je le répète, la France est un peuple qui a montré toute sa force dimanche et samedi aussi, parce que c'est autour de ces valeurs de la République qu'il se constitue en peuple. Commun que vous, et ça, c'est très important. Stéphane Ravier, c'est le même discours que vous tenez. On va rentrer dans les détails, les défis et les questions, mais sur ce climat. Vous n'étiez pas dimanche, on le sait, mais vous étiez ailleurs, évidemment, vous et d'autres. Vous avez manifesté avec le peuple français, comme tout le monde. C'est ce climat d'union? L'unité nationale que l'on a appelée de ses voeux immédiatement, en ce qui me concerne, et à l'image du Front National, nous y étions évidemment favorables, à condition qu'elle soit vraiment nationale, cette unité, et qu'elle ne soit pas un écran de fumée pour masquer les responsabilités des uns et des autres, et je crois que l'on va y venir. Mais de cette unité, l'on nous a chassés très rapidement, et nous a exclus le premier parti de France au lendemain des élections européennes. C'est le cas de cette manifestation. Nous qui avions pourtant, et nous sommes les seuls à avoir dénoncé depuis des années les conséquences possibles d'une politique menée par nos adversaires. Et nous avons été exclus. Alors, bien sûr que nous avons participer à cet hommage, que nous avons souffert, nous aussi, comme chaque Français, de ce qui s'est passé. Ce sont des Français qui sont tombés, sans distinction, en tout cas je n'en fais pas, distinction de race, de religion ou d'origine. Ce sont des Français qui sont tombés. Mais certains ont été ciblés peut-être pour leur religion, enfin pas peut-être, même sûrement. Peut-être, sûrement, mais en ce qui me concerne, moi je ne pense pas qu'il y ait des Français supérieurs ou inférieurs. Ce sont tous des Français. Et tous les Français doivent être protégés de ce terrorisme qu'il faudrait nommer quand même, parce que j'ai entendu aujourd'hui encore des trésors de sémantique pour éviter d'appeler un chat un chat. Alors le terrorisme islamiste nous a déclaré la guerre. Il faut faire la guerre au terrorisme islamiste. Mais je crois que ça a été dit. Hein. On ne dit pas tout à fait ça quand même. Parce que l'islam, c'est pas les terroristes intégristes qu'on a en face de nous. C'est pas tout l'islam. J'entends bien les mots qui sont dits. Bon, je crois que... Mais il y a l'islam et l'islamisme. Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui. Mais je crois qu'il faut faire très attention aux mots. D'abord, les victimes qui ont été tuées ont été ciblées. D'accord ? Journalistes de gauche, engagés, laïcs, policiers et juifs. Bien. Donc, ce qui fait que ce week-end, on a tous pu se sentir journalistes très à gauche, policiers et juifs. Ensuite, ce qui se passe effectivement, c'est qu'il
les tueurs ont rencontré en face d'eux l'unité du peuple français sur les valeurs de la République. Ça, c'est vrai. Mais je dois dire, puisque j'entendais M. Ravier dire qu'il avait dénoncé avant, c'est que, même si évidemment on n'aurait jamais aimé dire ça, mais qu'il faut peut-être dire merci à Charlie Hebdo. Parce que le matin même, l'ambiance qui prévalait, c'était encore Houellebecq sur France Inter en train de nous expliquer que nous pouvions avoir un État islamique en 2022 et avec des auditeurs expliquant que non, ils se trompaient juste de 10 ans sans aucune réplique. Sans aucune réplique. Ça fait partie de la liberté d'expression. C'est de vous répondre. Donc tout pouvait basculer, tout pouvait basculer. Oui. Nous n'étions pas prémunis sur le fait que cette semaine, au lieu d'un déferlement de haine, ça soit effectivement la fraternité. Et je crois que c'est malheureusement l'origine des victimes, ce qui s'est passé, qui explique cela. Et ce que nous devons maintenant faire, c'est préserver cette unité du peuple contre toute tentative de récupération. C'est un grand défi, ça, contre toute idée de guerre contre le bien et le mal, et l'idée que nous serions dans une union sacrée. Les défis, et il y a les mots, c'est important, je vais vous faire réagir, puis on va rentrer en détail dans les mesures annoncées. Les mots, les paroles sont importantes. On va écouter un extrait du discours de Manuel Valls. Peut-être que vous n'avez pas pu l'écouter, vous étiez au Sénat, mais on va passer un extrait, et justement, vous allez réagir juste après. Écoutez. J'ai des amis français de confession et de culture musulmane. L'un de mes plus proches amis m'a dit l'autre jour, il avait les yeux pleins de larmes et de tristesse, qu'il avait honte d'être musulman. Eh bien, moi, je ne veux plus que dans notre pays, il y ait des juifs qui puissent avoir peur. Et je ne veux pas qu'il y ait des musulmans qui aient honte, parce que la République, elle est fraternelle, elle est généreuse, elle est là pour accueillir chacun. Alors, les mots restent. C'est très important, Bruno Retailleau. Est-ce qu'il a trouvé le ton? Est-ce qu'il a trouvé les paroles qui peuvent rester? Et est-ce que le gouvernement, son chef et toute l'autorité au sommet de l'État ont appréhendé toutes les conséquences de ce qui s'est passé? Alors, je pense qu'indéniablement, il y a eu des mots qui ont été justes, des attitudes, mais cette question que vous me posez sur les conséquences que le gouvernement va tirer des événements, je ne suis pas en mesure de vous répondre aujourd'hui. Il faut que tous ensemble, et d'ailleurs c'est ce que j'indiquais à la tribune du Sénat, moi ce que je souhaite c'est qu'au-delà des clivages partisans, on a la responsabilité devant les Français de construire une réponse pour que ce terrorisme ne passe pas. Et on ne peut pas avoir tant de morts sans accepter qu'il y ait eu des failles. Bien sûr, il y a eu des failles. Et notre responsabilité, notamment à nous qui sommes parlementaires, c'est de modifier les textes quand ils doivent l'être, c'est de prendre des dispositions. Pour l'instant, le gouvernement a mis sur la table un certain nombre de choses. Nous allons voir, nous allons nous associer comme parlementaires français, bien évidemment, à cet effort. Mais cet effort, il doit se faire dans la vérité. Les Français aujourd'hui veulent deux choses. Ils veulent la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça pu se passer? Mais il y a un discours de vérité. Il y a un discours de vérité. Écoutez, je pense qu'il y a un discours de vérité. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'on verra l'important, ce sont les remèdes. Parce que nous avons un certain nombre de mots qui sont et qui seront longs à traiter. Mais pour les remèdes, il faut mettre les mots, j'allais dire, sur les autres mots. C'est le cas selon vous. Non, mais je ne veux pas. Écoutez, alors là, je peux vous dire que on est encore dans le temps de l'émotion, dans le temps de l'hommage, et il n'est pas question de polémiquer. Je n'ai rien entendu qui puisse prêter aujourd'hui à la polémique. Il y a eu la manifestation. Effectivement, j'ai eu l'occasion de dire que j'avais désapprouvé l'exclusion d'une partie des forces politiques dimanche. Peu importe, moi, je ne veux pas polémiquer. Je veux qu'on travaille ensemble à protéger les Français, parce que les failles sont béantes. Et travailler sur les lois de la République. La République, on a écrit son nom, on l'a affirmé, réaffirmé. Aujourd'hui, Manuel Valls a fait, Bernard Cazeneuve au Sénat également. Écoutez, depuis le début, il y a une gestion politique et sécuritaire depuis le début. Il faut en même temps éviter les nouveaux drames, trouver les coupables, faire très très vite, prendre les bonnes décisions jusqu'à l'ultime, des décisions d'assaut quand il y a des otages. Et on sait tout ce que cela veut dire comme sang-froid à avoir, comme professionnalisme. Et là, je crois, l'exécutif, ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, le président de la République, mais aussi, j'étais, puisque c'était dans mon arrondissement, du début à la fin de cette prise d'otage à Port-de-Vincennes, là, je peux vous dire que coup de chapeau aux forces de l'ordre. C'est unanime. C'était incroyable. Non, mais et que dimanche les Français applaudissent les forces de l'ordre, c'est le beau symbole. Une prise d'otage alors qu'on est déjà tout un dispositif ailleurs, installer un PC
rassembler des forces qui chacune ont des tâches différentes, préparer les choses et faire en sorte qu'il y ait une libération des otages sans aucune victime otage. Les victimes, donc vous saluez les victimes juives ont été tuées dès le début. Non, mais il fallait aussi, et je dirais un mot là-dessus, en même temps, et rassurer le pays et le rassembler dans cette épreuve, dans le même temps. Donc avoir des mots, des discours du président, sans en rajouter, sans être dans quelque chose qui peut tomber dans le piège de la division que nous tendent les terroristes. Et ces mots ont été là, parce que à chaque fois, c'est l'esprit de la République et de ses valeurs et de ce rassemblement, sans chercher de bouc émissaire, qui a été aux commandes. Donc, bravo, et je trouve que Manuel Valls, à l'Assemblée, a synthétisé cette attitude et a suscité des applaudissements unanimes dans l'hémicycle, parce que c'est la République. C'est vrai qu'ils ont été unanimes, alors. Et Gérard Larcher au Sénat. Et Gérard Larcher au Sénat, exactement. Stéphane Ravier. Nous sommes en pleine autosatisfaction. Chacun se congratule des discours qui ont été tenus par les autres ou par d'autres. Nous sommes en pleine période de recueillement, d'indignation. Moi-même, je n'ai pas attendu que François Hollande, le président de la République, demande à ce que les drapeaux soient mis en berne pour le faire. Dès l'après-midi qui a suivi cet attentat à Charlie Hebdo, les drapeaux de la mairie des 13e et 14e arrondissements de Marseille ont été mis en berne. Mais bon, cela fait une semaine, aujourd'hui encore, mon Dieu, que d'éloges lancés à l'endroit des policiers et des militaires, des policiers dont on a réduit les effectifs depuis 10 ans, les militaires dont on a taillé dans le budget depuis toujours quasiment, en tout cas depuis de nombreuses années, à qui on demande de faire toujours plus avec toujours moins de moyens, et aujourd'hui, mon Dieu, que d'éloges, mais tellement mérité. Mais tellement mérité. Mais la police et l'armée, ça ne se défend pas comme seulement dans des situations dramatiques que nous subissions. Ça se défend, ça se soutient toute l'année. C'est ce que nous faisons, nous, encore une fois. Alors aujourd'hui, je suis très heureux que la classe politique se réveille et trouve des vertus dans notre armée et dans la police. Tant mieux. Mais j'ajoute, quand les responsables politiques que nous sommes doivent désormais sortir de ce climat de recueillement. C'était nécessaire, mais il est temps d'agir désormais. C'est ce que les Français souhaitent, c'est ce qu'ils souhaitaient déjà lorsqu'ils ont manifesté dimanche. Bien sûr, une manifestation de soutien, de recueillement, mais ce qu'ils souhaitent désormais, c'est savoir ce que l'on va faire pour éviter et pour empêcher que cela se reproduise. On va en parler sur les annonces, mais je voudrais vous faire réagir au discours de Stéphane Ravier. C'est vrai que, alors là, l'hommage a été unanime sur la police, les forces de l'ordre, toutes les composantes évidemment de ces forces spéciales. Je crois que personne n'a rien à dire là-dessus. C'est une question qui se pose également, sans vouloir, la question des moyens également. Est-ce que dans ces circonstances exceptionnelles, on a braqué les lumières sur eux et évidemment leur a rendu hommage en oubliant que les moyens ont baissé, droite et gauche comprises d'ailleurs. C'est clair. Écoutez, je vous cite, vous l'avez vu, c'était sur votre site, un membre de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure tout à l'heure. En plus, il y a un quota pour brancher quelqu'un, il faut en débrancher un autre. En plus, il faut avoir les moyens d'écouter vraiment. Ça ne sert à rien de brancher 200 personnes si on n'avait pas les moyens de suivre et étudier les conversations. Et les moyens, on ne les a pas. Donc, avant de réfléchir à toute mesure coercitive par rapport à la liberté de Patriot Act à la française et autres qui attaquent les droits fondamentaux, il ne faudrait pas s'engager, il n'aurait pas fallu s'engager, parce que l'austérité, c'est aussi ça les conséquences. Excusez-moi, je romps peut-être un certain unanimisme sur le fait de supprimer des policiers depuis des années, 13 000 sous Sarkozy. Bon, et ce qui fait que, quand je dis ça, les fonctionnaires de police qui nous écoutent aujourd'hui, exactement, savent ce que nous disons. C'est-à-dire que la semaine passée, tout a été extrêmement chaud pour eux. Parce que les moyens manquent au niveau du renseignement, les moyens manquent au niveau de la police, les moyens manquent au niveau des polices de proximité, les moyens manquent au niveau de la justice. Et tout ça, c'est la chaîne, y compris par exemple dans les prisons, dont on sait aujourd'hui, du fait de l'état des prisons, de la façon dont on traite les prisonniers, en mettant des prisonniers dangereux à côté d'autres qui ne le sont pas, que c'est des foyers de radicalisation, en tout cas pour justement des réseaux. Donc, il faut le dire aussi, cette politique. Ce n'est que les moyens. Non, ce n'est pas, mais il faut en parler. Oui, d'accord, il faut en parler. Parce que si vous voulez, après, on ne peut pas s'étonner parce que les terroristes en question étaient repérés. On sait qu'ils étaient. Bon. Et donc, je crois que là aussi, à un moment donné, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, oui, il faut l'unité du peuple. Nous avons appelé à cette marche républicaine, nous en avons été, mais je crois effectivement que dès maintenant, il faut se poser les questions politiques. Et vous parliez tout à l'heure de Manuel Valls, il y a une chose que je regrette, je le dis tout de suite, c'est que son discours était très beau, la Marseillaise est très belle, mais comme il sait qu'il y a un désaccord
sur la politique extérieure, notamment l'intervention en Irak, je pense qu'il eût été mieux inspiré de ne pas faire le vote aujourd'hui. C'est un point essentiel. J'allais en parler tout à l'heure. Je vais d'abord laisser réagir David Assouline sur la première partie, les effectifs, les moyens. Non, mais déjà là-dessus, je ne vois pas très bien ce à quoi fait référence Éric Coquerel, parce qu'il y a toujours des désaccords. Heureusement, on est en démocratie, mais dans l'Assemblée nationale, il y en a un seul qui a voté contre, donc retardé. Le front de gauche n'a pas voté pour. Oui, mais d'accord, mais ils n'ont pas voté contre, donc... D'accord, non, mais la lutte aujourd'hui... Je veux juste répondre sur le fond à ce qui a été dit. Non, bon, le fond viendra après. Certes, la controverse doit reprendre parce qu'on est en démocratie, mais il ne faut pas commencer. Non, c'est la discussion. Il faut élever le niveau. Je pense que le peuple, dans sa manifestation, nous impose de continuer à s'opposer dans le débat démocratique, mais à un certain niveau. C'est-à-dire... ne pas faire semblant et ne pas prendre de posture. Il faut pas Alors aujourd'hui, je vais vous dire à quoi je fais référence. Bien entendu qu'il va falloir réfléchir aux moyens supplémentaires dans un domaine où la demande a explosé. Donc faisons pas semblant. Quand Manuel Valls dit « quand je suis arrivé, il y en avait 30 identifiés comme... djihadistes, qu'aujourd'hui il en a 1400, et que pour suivre en permanence une personne, il faut 20 à 25 fonctionnaires. On sait très bien qu'on ne va pas suivre les 1400 avec 25 fonctionnaires. Donc on ne se raconte pas d'histoire, on ne s'amuse pas à s'attendre au coin du bois. Il faut parler vrai. Donc, il y a, et j'ai entendu des propos intéressants, certains qui disent peut-être que ce qu'il faut renforcer, c'est la capacité d'analyse de ce qui nous remonte. On a beaucoup de remontées. Et l'analyse nous permet de cibler ce qu'on suit de façon beaucoup plus précise et intelligente. Et c'est probablement là. Et puis, je pense, là, qu'on arrête maintenant de le redire, on le dit tous depuis 30 ans, là, je pense qu'il faut mettre le paquet. La radicalisation s'opère essentiellement dans les prisons. Et donc là, et en termes d'image, essentiellement dans les prisons, c'est ce qui est dire. On va parler de l'éducation, etc. Au passage d'un des frères Kouachi et Koulibaly qui se sont croisés. Il y a quelques semaines, les jeunes qui n'avaient rien de jeunes des quartiers. Juste un mot sur les réponses. On est sur les réponses. À moins que David Assouline souhaite faire toute l'émission. Allez-y. Non, mais Bruno, c'est d'autant plus intéressant que vous, il y a une commission d'enquête parlementaire au Sénat sur les filières djihadistes. Et on va préciser que le rôle du Parlement, c'est très important parce qu'il a ce rôle de contrôle. Et de proposition aussi. Et de proposition également. Ce que je veux dire, c'est que la réponse... On parlait d'Irak tout à l'heure, je suis intervenu dans le débat, et j'ai voté la demande du gouvernement de continuer l'engagement de la France en Irak. Il faut être aveugle aujourd'hui pour ne pas voir que lutter efficacement contre le terrorisme, c'est d'avoir une réponse globale. Aussi bien en France, mais aussi au Mali, mais aussi en Irak. J'étais le premier parlementaire. Je suis désolé, j'étais le premier parlementaire en Irak, au Kurdistan. J'ai recueilli, c'était quelques jours après que les réfugiés, notamment chrétiens, yézidis, affluaient. J'ai eu des témoignages qui étaient poignants. Je peux vous assurer que quand on a des décapitations, des éventrations, des crucifixions, etc., on voit bien qu'il y a un islamo-fascisme, un totalitarisme. Et ce totalitarisme-là, c'est coulé dans la mondialisation. Et il nous menace en Irak, il nous menace sur le sol français. Il est en train de former nos jeunes. Les députés, puisque vous m'amenez sur ce sujet, se sont prononcés donc aujourd'hui pour la poursuite des frappes contre les sénateurs également. Une fois que c'est fait, que c'est dit, parce que ces attentats, ils ont attaqué également notre politique étrangère et internationale. Est-ce qu'il ne faut pas également, et je vous pose la question collectivement, qu'il y ait une réflexion plus large sur les conséquences parfois de ces frappes? Quand vous voyez, et vous connaissez très bien le terrain, ce qui se passe en Irak, en Afghanistan, en Libye, ou peut-être qu'il faudra une autre intervention, est-ce que vous dites qu'on a lutté vraiment les yeux dans les yeux efficacement contre ce terrorisme? Bien sûr que l'équipée américaine a été un désastre. Et je n'ai pas toujours été d'accord avec la politique de Jacques Chirac, mais on peut au moins reconnaître qu'il n'a pas engagé la France dans ce qui a été un bourbier, dans ce qui a profondément déstabiliser l'Irak. Je pense que la Libye, je suis critique aussi sur la Libye, parce qu'on ne peut pas intervenir sans... Je ne peux pas... Eh bien, ce n'est pas du... Mais non, vous avez des foyers. Vous avez des foyers de terreur. La leçon, en tout cas. Voilà. Nicolas Sarkozy, lui, a déstabilisé la Libye. Par contre, ce que je veux dire, c'est qu'on a cette réponse sur le plan international. Il y a d'autres réponses sur le plan diplomatique aussi, notamment avec les coopérations avec les services de renseignement, américains, etc. La politique carcérale.
Moi, j'ai 2 prisons dans mon département. C'est le record pratiquement de France, 240% de taux d'occupation. On est obligé de mettre des matelas le soir et quelqu'un qui se lève marche sur son Alors on se demande dans ces conditions comment vous allez pouvoir isoler certains profils. Mais bien sûr, contrairement à ce que dit Mme Taubira, il faut créer des prisons et des places supplémentaires. Là aussi, c'est une proposition qu'il faudra faire. On sera bien obligé. Moi, je suis un jeune parlementaire. Je ne suis pas encore allé au Kurdistan. Je ne suis pas allé en Irak en général, mais je suis allé à Marseille. Je suis allé à Marseille depuis 45 ans. J'ai visité les Baumettes, si on peut appeler ça une visite, il y a quelques jours. Et je suis le maire d'une partie des quartiers nord de la ville. Et l'on me confirme que dans tel quartier, un local qui appartient toujours à la ville de Marseille, un beau matin, si on peut appeler ça un beau matin, était investi par les barbus. On me dit ça, c'est un fonctionnaire que je ne nommerai pas, mais qui me présente la situation dans ce quartier. Dans ce quartier, il n'y a plus que le centre d'animation de la mairie de secteur et la mosquée tenue par les barbus. Tout le monde sait très bien que ce sont des extrémistes. Tout le monde sait très bien que ce sont des salafistes. Que fait le maire de Marseille? Il signe une convention d'occupation de ce local. C'est-à-dire que ferme les yeux, on n'écoute rien, tout va bien, pourvu que ça dure, pourvu que la cité n'explose pas. Et c'est comme ça à travers toute la ville. Il y a 2 ans, un rapport a été rendu public sur la mainmise des salafistes sur certaines mosquées de Marseille. Vous pouvez parler concret un peu? Rien ne bouge. Dire ce que vous proposez, rien ne bouge, cher monsieur. Vous proposez quoi? Rien ne bouge et jusqu'au la peine de mort pour répondre à tout ça? Pas. Oui, pourquoi pas. Uniquement pour faire de la démagogie et frapper les esprits. Ça réglera pas le problème dans les quartiers. Nous avons face à nous des fanatiques. Nous avons face à nous des morts en assassinant d'autres. Nous avons face à nous des fanatiques. Il faut répondre avec force. Mais c'est une mesure parmi d'autres. En tout cas, les salafistes qui occupent les mosquées à Marseille, eh bien, non seulement on laisse accomplir leur mission, mais on les reçoit, on les met autour d'une table, on les considère comme des interlocuteurs, eh bien, ma foi, reconnus. Il faut, monsieur, ils sont pour beaucoup franco quelque chose. Eh bien, il faut les déchoir de leur nationalité française et les expulser immédiatement. Parce que c'est le résultat de votre politique, monsieur. Le Front National est très énervé. Pourquoi? Non, nous ne sommes pas énervés. Parce que nous sommes les seuls à avoir prévu cela. Vous avez été nous sommes les seuls à avoir prévu cela. Monsieur Ravier, vous remarquerez que je vous ai laissé parler. Laissez-le répondre. Non, mais monsieur, le Front National est très énervé parce que cette semaine, il a été complètement dehors. La guerre a déjà commencé. Il a été complètement dehors de quelque chose qui est monté du tréfonds de la société française, qui est le retour de la République. Enfin, peut-être pas le retour, mais en tout cas la réaffirmation. Bon. Donc la première affirmation de Marine Le Pen, effectivement, ça a été de demander la peine de mort le lendemain de l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo. Bon, ce qui non seulement était problématique et provocateur, mais en plus totalement inefficace, puisque les tueurs viennent avec le sentiment que de toute façon, ils ne survivront pas. Ça, c'est la première chose. Sur les prisons, je reviens sur la question, excusez-moi, d'austérité, parce qu'il faut poser les questions. Je crois que si nous voulons faire en sorte que on assèche la question du terreau de tous les fascismes, de tous les intégrismes, il faut s'attaquer à la démocratie. Vous avez vu que demain, il y a une de Nouvel Observateur qui explique que plus de démocratie contre la barbarie. La question d'une France qui, à nouveau, est un acteur central pour la question de la paix, je veux dire, et les questions des moyens. Dans les prisons aujourd'hui, il y a la surpopulation, mais c'est aussi parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à y faire, qui devraient avoir des peines de substitution. Il faut avoir le courage de le dire. La deuxième chose, non, ce n'est pas l'angélisme, parce que ça fait des années qu'on applique cette politique de charger les prisons. Voyez le constat aujourd'hui. Et la deuxième chose, est-ce que vous savez par exemple, qu'aujourd'hui il n'y a plus un centime pour toutes les questions au niveau de la sortie des prisons, de réinsertion, que ce soit au niveau de l'État, des associations. Maintenant, je voudrais, excusez-moi, parler sur la question de la politique extérieure. J'entends M. Retailleau dire qu'il était en accord avec M. Chirac, moi aussi, en 2002. J'observe d'ailleurs que certains sont toujours sur une politique à droite, M. de Villepin notamment, qui vient de faire une tribune dans Le Monde à ce sujet. La politique qui consiste à faire en sorte... Une parenthèse qui dit qu'il ne faut pas parler de guerre pour ne pas justement glisser dans ce climat de guerre, parce que la guerre est être à une certaine hauteur, quelque chose qui, en France en tout cas, pour l'instant, est affaire de moyens de police et de moyens de donner à la police. Sur les fronts extérieurs, cette politique-là ne fait que multiplier... Oui, mais c'est un problème. Ne fait que multiplier les djihadistes, les foyers djihadistes depuis des années. D'accord ? Vous pouvez regarder de par le monde. Pourquoi ? Parce que quand vous disloquez des États existants, au nom
on peut le justifier de lutte contre les dictateurs, mais sans regarder ce qui se passe après. Est-ce que nous pensons que l'Irak, la situation de l'Irak, non, je ne te parle pas de l'État islamique, je te parle de la Libye, je te parle de l'Irak, je te parle de tout ce qui a été fait, d'accord, où la France n'a pas suivi. Or, aujourd'hui, nous intervenons derrière, et nous ne sommes plus en capacité, du coup, d'accord, d'être une force de paix qui propose la résolution des conflits par l'ONU, qui propose effectivement, par exemple, d'aider les Kurdes au niveau de la Syrie. D'accord. Alors que les Kurdes de la Syrie... Nous ne sommes pas présents dans la paix, dites-vous. Et nous avons en plus des politiques, je parle nous, parce que nous sommes derrière l'OTAN, donc nous directement ou l'OTAN, nous avons des politiques absolument ambiguës par rapport à des États de la région qui alimentent le terrorisme. On va poursuivre notre débat, on va parler de l'école aussi dans un instant. David Assouline, il y a des ambiguïtés, c'est certain. C'est là-dessus que je voulais faire une transition, c'est que la preuve que ce n'est pas seulement une question de moyens. Nous avons renforcé autant qu'on le pouvait, et ça nous est reproché d'ailleurs par l'opposition, les moyens de l'école. Mais aujourd'hui, il faut... pour quelle école, c'est ça il faut absolument savoir sur quelle valeur. Et ne pas oublier la situation avant ce drame. Charlie Hebdo était seul, très seul. Bon, quand je dis seul, c'est isolé, ça ne veut pas dire qu'ils étaient complètement seuls. Mais quand leur local, qui était dans mon arrondissement... C'est un mea culpa collectif, hein. Non, mais je veux dire, oui, pas complètement tous, mais je préfère, j'ai pas envie de donner des leçons, donc je dis les choses comme ça. Parce que quand le local de Charlie Hebdo a explosé dans le 20e arrondissement, moi j'étais là-bas. Et c'est beaucoup des rédacteurs étaient mes amis. Donc quand même pas co-responsable. Non, laissez-moi finir là. Vous savez pas ce que je vais dire. Il n'y a pas eu de prise de conscience. Je veux dire qu'à ce moment-là, on a dit est-ce qu'ils mettent pas de l'huile sur le feu, est-ce qu'ils sont pas islamophobes, avec des confusions générales entre le fait qu'on a le droit dans notre pays de critiquer les religions et que c'est autre chose que de attaquer des gens en raison les musulmans ou d'autres parce qu'ils sont musulmans. Non. On a fait semblant, alors que Charlie Hebdo s'est toujours battu contre le racisme, a toujours défendu les immigrés. Non, mais moi je suis pas sur ton agenda, tu parles de la guerre. Moi je parle des problèmes de fond. C'est-à-dire que Charlie Hebdo, oui, mais on a distillé ça. On a distillé. Il y a des gens qui ont protesté. Écoutez, on me laisse. On va pas laissé, par exemple. L'idée, on a vu qu'il y avait 1,5 million de clics sur les trucs de Dieudonné, sur ces vidéos. Il y a le ministre de l'Intérieur qui a dit on interdit, et certains ont dit ah mais la liberté d'expression est attaquée. Confusion. Et maintenant une enquête est ouverte pour apologie du terrorisme. Non mais moi je parle de l'école là. Oui, c'est-à-dire qu'on a créé une confusion. Je vais vous laisser réagir, mais sur l'école, confusion dans les esprits. Pour le moment, pour le moment, on consulte sur l'école. Quand on dit on, c'est plutôt le gouvernement qui rencontre tous les acteurs de l'éducation. Oui. Je vais vous laisser réagir, mais je veux voir le rappel des faits. Je veux que vous regardiez le rappel des faits avec Jérôme Bonnard. L'école qui s'interroge et qui doute. Depuis hier, Najat Vallaud-Belkacem consulte tout azimut à huis clos. Lundi, les syndicats enseignants, les lycéens et les fédérations de parents d'élèves. Aujourd'hui, les recteurs en présence du Premier ministre. Tous sont très préoccupés. On voit bien qu'aujourd'hui, le problème est beaucoup plus profond. Il ne concerne pas uniquement l'école, mais bien la société, où nous avons aujourd'hui des quartiers où il y a une ghettoisation importante, où de l'entre-soi s'est développé. Et ces familles-là, ces jeunes qui ne se sentent plus appartenir à la société, qui ne se sentent plus appartenir à la République, eh bien, pour les raccrocher, il ne suffira pas seulement en fait, de faire des beaux cours, il faudra leur répondre sur le terrain social. La ministre a indiqué ce matin que des livrets opérationnels de prévention de la radicalisation seraient prochainement diffusés à tous les personnels de l'éducation nationale. Les parents, eux, sont également inquiets. Pour certains, communautarisme, racisme et religion sont des sujets jugés encore trop tabous dans les écoles. Il faudrait un programme d'éducation au dialogue, d'éducation à la citoyenneté, d'éducation à la construction de l'argumentaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit seulement dans la classe physiquement, il faut qu'il y ait un programme là-dessus. Coïncidence avec les événements de ces derniers jours, ces rencontres interviennent alors que doivent débuter prochainement des discussions sur les fameux cours d'enseignement moral et civique. Une initiative de Vincent Peillon en 2013. Il sera présent demain rue de Grenelle. Najat Vallaud-Belkacem doit recevoir ses prédécesseurs pour réfléchir aux réponses que l'école peut apporter après les attaques de la semaine dernière. Nous avons parlé de la sécurité, nous avons parlé de l'arsenal législatif, nous avons parlé des fronts extérieurs. Donc on a
si je puis dire, balayer différents sujets. Et il y a ce point essentiel de l'éducation, un chantier énorme. Je vais vous laisser, chacun de vous, conclure en 1 ou 2 minutes sur ce sujet essentiel, parce que c'est l'avenir. Bruno Retailleau. Bien sûr, c'est l'avenir. Et là, on voit bien que ce n'est pas seulement une question de moyens. La République, c'est quelque chose de concret. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de conscience. L'égalité, c'est l'égalité des hommes et des femmes. La fraternité, c'est la fraternité de tous, c'est pas la haine des autres. Or, ce qui se passe depuis des dizaines d'années, c'est que on a voulu, si j'ose dire, accueillir toutes les différences. On a voulu faire place à un communautarisme. On avait honte de ce que nous étions, de nos propres références, jusqu'à dégager une forme de mépris de soi. Et ce mépris de soi s'est transformé en haine de l'autre. Je le dis de façon la plus forte quand je vois les tweets. Je suis un des spécialistes du numérique avec d'autres et donc il m'arrive évidemment, quand je vois les tweets qui ont été faits, les messages postés sur Facebook, quand je vois les réactions, non pas par quelques dizaines, beaucoup plus dans les écoles, je me dis qu'il y a quelque chose de très grave. Il faut que nous réagissions et on ne peut réagir. Et je pense que dimanche n'aura de sens, cette unité n'aura de sens que si il y a un retour sur une identité heureuse et non pas malheureuse. Une identité qui s'accepte. Faites référence à l'un des livres. Bien sûr, parce que je pense que trop souvent, le mépris de soi, ça provoque la haine de l'autre. Et parce que trop souvent, la haine de ce qu'on a été, du passé, c'est aussi la peur de l'avenir. Voilà le problème. Est-ce que le peuple français veut entendre cela? Je pense qu'il l'entend. Je pense qu'il faut désormais qu'à l'éducation nationale et ailleurs, on l'entende aussi. C'est capital. Il faut un discours commun, des valeurs communes. Bien sûr. Même question. Et ne pas transiger. Stéphane Ravier. Il faut qu'il y ait des drames ou des situations préélectorales pour que l'UMP découvre l'humidité de l'eau et découvre qu'il y ait dans ce pays un problème d'identité, au-delà des moyens matériels qui sont mis à la disposition de l'école, puisque l'école est le premier budget de la nation. Chaque année, on reçoit toujours plus de crédits. Dans les quartiers difficiles, ce sont des zones d'éducation prioritaires qui reçoivent davantage de moyens. Or, l'échec est patent. C'est bien qu'il y a un autre problème. Ce problème, c'est évidemment celui de la politique d'immigration massive qui a entraîné l'échec ou le rejet même de l'assimilation et même de l'intégration et qui a mis en place, soutenu par mes adversaires ici présents, l'ensemble de mes adversaires, d'un nouveau modèle, en tout cas nouveau pour la France, un modèle anglo-saxon de communautarisme. Et ce communautarisme, nous le payons cher aujourd'hui. Il nous faut donc en finir avec cette politique d'immigration et pour essayer de donner une identité, parce que nous avons une jeunesse dite française aujourd'hui qui est sans identité, sans repère, qui va à l'école d'ailleurs quand c'est la politique d'immigration. Donc il y a là un travail énorme à faire. Ce travail, il peut commencer à être réalisé à une condition, c'est que l'on stoppe la politique d'immigration. Les conclusions également, David Assouline puis Éric Coquerel. Je ne réagirai pas en tous les cas. Non, votre conclusion. C'est vrai qu'il faut connaître le phénomène. Là, il nous reste quelques instants. Pas seulement en vivre. David Assouline, s'il vous plaît. Vous savez, vous que je n'ai jamais vu siéger au Sénat depuis que vous êtes élu, vous feriez mieux d'être un peu plus modeste. S'il vous plaît, messieurs, vous voudrez qu'on conclue sur l'éducation. Mais c'est vrai que je suis souvent dans les quartiers, moi. Oui, mais moi j'y suis né, j'y vis encore aujourd'hui. On va devoir rendre l'antenne. Et je veux vous dire, une chose. Messieurs, je veux dire une chose, l'école. Allez-y, Éric Coquerel. L'école. Oui. Que vous avez ruiné, qui est un fiasco. Monsieur, s'il vous plaît, allez-y. Oui, il se rattrape, il n'est pas en commission ni en... Vous savez, on va arriver à la fin de l'émission. Sinon, moi j'y vais. Oui, non, mais écoutez, là, moi je veux pouvoir parler sans que le Front National m'interrompe, donc je dis ce que j'ai à dire sur l'école. Bien entendu que c'est là que se joue une grande partie des choses, outre le sécuritaire et le carcéral, c'est prendre la mesure de ces classes où on a refusé de faire la minute de silence, où on a adhéré à un certain nombre de propos qui circulent sur le net, complotistes, etc. Et donc, il faut savoir qu'au-delà de apprendre à lire, à écrire, l'école de la République doit enseigner les valeurs qui sont
toutes les valeurs que combat le Front National. Voilà. Égalité, liberté. Fraternité. Allez, Éric Coquerel, s'il vous plaît, vous respectez chacun. Éric Coquerel, La première chose, en un mot, s'il vous c'est plaît. de ne pas laisser penser que les tueurs avaient un rapport avec l'immigration, comme vient de le faire M. Ravier. La deuxième chose, c'est qu'il faut renforcer les moyens d'une école laïque, Les moyens, vous y gratuite revenez. et obligatoire. Merci, Et messieurs. c'est ça les moyens Merci qui sont à Stéphane mettre en Ravier, Bruno Retailleau, David Assouline et Éric Coquerel. Merci à vous. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain avec plaisir et on va clore ce journal avec justement le Parlement debout, l'Assemblée et le Sénat.